Bonjour à toutes et à tous pour la quotidienne de ce mardi 18 juin 2024. Bienvenue. Du coup les gars, pas de cité fertile aujourd'hui, ne vous déplacez pas à Pantin venir nous voir, ça servira à rien. Vous ne verrez pas Val, capitaine Flamme, animer une conférence. Flo jouer avec un ballon de basket dégonflé ou encore Bilal essayer de parler allemand avec un supporter du Hertha Berlin. Par contre, je le redis, dès la fin du match, connectez-vous sur votre compte Twitch, on y animera un petit live comme tous les soirs, en direct de chez nous, tout simplement, comme de bons vieux streamers que nous ne sommes pas. Aujourd'hui, je suis avec deux léyendas du 11e art. À ma gauche, créateur émérite de cette vaste aventure. On pourrait le retrouver en train de nous vendre son spleen le matin sur France Inter, mais avec l'arrivée du RN, sa carrière se compromet. Comment ça va, Jules ? Ouais, je crois que je vais finir sur RTL, hein, comme tout France Inter Mais déménage. tu sais que tu gagneras mieux ta vie. Donc, tu vois, il y a aussi des Oui. avantages à ça. Par rapport à aujourd'hui où je suis employé par France Travail, forcément. Ah, ça, c'est sûr, rien ne vaut France Travail. À ma deuxième gauche, du coup, il n'y a plus que cette direction à prendre. Il est arrivé à l'été 2022 chez 11e art, mais c'est depuis imposé comme un patron au milieu de terrain. Bilal, como estas ou Vigets, en fonction de notre dernière sortie légendaire à la Cité Fertile. Écoute, ça va super et surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui me tient à cœur parce que je le rappelle, je suis à moitié portugais, c'est important. Et du coup, aujourd'hui, on va parler notamment du groupe du Portugal. Donc, Comme ton plaisir. visage ne le suggère pas. Exactement, comme mon nom de famille ne le suggère pas également. Mais tu peux t'infiltrer comme ça. Tu as plein de possibilités devant toi. Du coup, les gars, effectivement, aujourd'hui, on n'a que deux matchs. Le premier match à 18h, Turquie-Géorgie. Le second à 21h, Portugal-République tchèque. C'est pareil, ce sera des premiers matchs pour ces équipes. Donc, on est pas mal dans l'inconnu et je vais en parler avec vous deux. Mais avant ça, je vous propose d'écouter rapidement une petite interview réalisée par notre commandant en chef à tous, Val, qui est allé rencontrer Gilles Jouan. Flamme. Je crois que c'est Flamme. Flamme, pardon, Val Flamme ou Flamme Val, comme tu veux. Qui du coup est parti rencontrer Gilles Jouan et discuter du fait que le désamour et la haine d'un adversaire pouvaient être un prétexte suffisant pour regarder un match de foot. On écoute ça tout de suite. On est donc aujourd'hui avec Gilles Jouan. Et Gilles, tu voulais nous parler évidemment de football. Et le football est un sport qui se construit aussi dans la haine de l'autre. Et toi, Gilles, tu as voulu t'intéresser à ce désir puissant et unique de voir une équipe adverse perdre. Oui, je me suis intéressé aux raisons de regarder le match de foot, et notamment de regarder l'Euro. Je me suis posé la question, pourquoi des personnes regardent-elles l'Euro à la télé? Alors en gros, il y a deux raisons. Premièrement, des gens aiment le football, pour commencer, alors un peu, beaucoup, passionnément. Ils aiment, alors ils vont regarder. Deuxièmement, on peut aimer suivre le mouvement. Tout le monde autour de soi regarde un match plus important que les autres, alors on se prend au jeu, même si on n'aime pas le football plus que ça. Et ça, c'est ce que tu appelles les footix, c'est ça? C'est ce qu'on appelle les footix, mais je dirais que les footix, c'est plutôt la forme extrême de ces fans occasionnels. C'est-à-dire, le footix, c'est celui qui peut aller jusqu'à se grimer soudain en supporter, à en adopter les codes, mais juste pour l'occasion. Alors, moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi les footix irritaient tant les fans authentiques, mais on sait en tout cas que ces spectateurs occasionnels apparaissent généralement dans les tournois internationaux, et notamment l'Euro. On les reconnaît, entre autres choses, à ceux-ci, qu'ils ne vont pas non plus jusqu'à regarder des matchs tout seuls. Ils peuvent néanmoins prendre l'initiative d'organiser eux-mêmes, chez eux, la soirée entre potes et on les en remercie. Pour regarder un match tout seul, comme je vais le faire ce soir, il est requis de s'intéresser au sport en lui-même, de le connaître au moins un peu, parce que c'est exigeant de regarder un match de foot. Vraiment, sincèrement, je ne sais pas si on peut regarder un match en entier si on n'apprécie pas un minimum ce sport. Ouais, ça c'est assez clair quand on en parle comme ça, mais c'est un peu vrai pour tous les sports, non? Je pense pas. Je pense qu'il y a une spécificité du foot. Je pense qu'on peut regarder par exemple le tennis ou le vélo ou la F1, même si on n'aime pas, parce que ces sports ont d'autres vertus que de divertir ou de séduire. Ils détendent, ils bercent. On peut aussi avoir l'envie de regarder d'autres sports parce que ça aiguise ponctuellement notre curiosité. On traînera devant des actions qui sortent de l'ordinaire, qui proposent une forme de spectaculaire bien à elles. Par exemple, je sais pas moi, un combat de sumo, un match de curling, alors qu'on s'en fout royalement en temps normal. La condition pour la curiosité, il faut bien le dire, dans ce cas-là, c'est que la partie ne dure pas non plus trop longtemps. Or, un match de foot dure 90 longues minutes, sans compter les 15 minutes de mi-temps, sans compter les 15 minutes d'arrêt de jeu. Qui s'infligerait un match de foot en entier s'il n'aime pas ce sport ou s'il n'est pas heureux au cœur de l'engouement social qu'il suscite soudain? Et d'ailleurs, le fan de foot lui-même n'a-t-il pas généralement besoin d'une source de motivation supplémentaire, autre que le goût général pour le foot, s'il doit s'infliger tout un match? Par exemple, qui va regarder Turquie-Géorgie ce soir à 18h?
Tu vas regarder, toi, Valentin? Bah, moi, je vais regarder malheureusement, mais parce que je crois que j'ai été un peu piqué, quoi. C'est ça le problème. Tu dis malheureusement. Malheureusement. Euh, il serait intéressant de creuser les raisons qui t'ont piqué. Peut-être qu'elles vont apparaître dans la liste que j'ai faite, des raisons pour lesquelles il faut plus que le goût général pour le foot. Le goût général pour le foot, c'est une condition nécessaire, mais je pense que c'est pas une condition suffisante. Il faut un petit coup de pouce, une raison spécifique, hein, par exemple ton travail sérieux et passionné, qui nous amène à regarder non pas un match de foot en général, mais ce match-là. Cette raison, elle peut même être sans rapport direct avec le foot, hein, par exemple, le plaisir de s'arrêter en sortant du boulot, au comptoir d'un bistrot de quartier qui le diffuse, on boit un demi par mi-temps, tranquillou, on envoie ses messages pour préparer la soirée. Ça peut être la curiosité pour l'une ou l'autre des équipes. C'est la première apparition de la Géorgie à l'Euro, Willy Sagnol est le sélectionneur, le twitto qu'on adore, Klaas & Dutch, a souvent vanté les mérites de Miko Todze. Et puis la Turquie est toujours une équipe intéressante, elle est redoutable. En plus, ça sent un peu le derby géopolitique aussi, hein. Après tout, la Géorgie est un corridor énergétique entre les hydrocarbures de l'Est et le marché turc. Disons qu'il peut se passer des trucs. C'est bien, t'as bien résumé notre ligne éditoriale. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ça peut être aussi, alors c'est peut-être ça d'ailleurs chez toi, hein, le goût de l'analyse tactique. Alors, moi, je fréquente personnellement quelques éminents représentants de cette catégorie. Je peux attester qu'ils sont à l'opposé de la froideur qu'on associe généralement à leur approche analytique du jeu. Ça, c'est un préjugé, hein. Sincèrement, les tacticiens peuvent s'emballer à l'approche d'un match, trépigner d'impatience, transpirer au coup d'envoi, vibrer pendant 90 minutes si jamais l'une des deux équipes met 6 joueurs au milieu de terrain ou défend avec un gaucher au poste d'arrière droit. Et ce sera peut-être le cas ce soir, je n'ai pas regardé. Mais le surcroît d'intérêt va surtout venir, bien sûr, du fait de supporter l'une des deux équipes. Alors, soit de la supporter beaucoup, parce qu'on est géorgien ou turc, ou d'origine géorgienne ou turque, soit de la supporter un peu, parce que l'enfance s'est chargée d'ajouter à notre équipe favorite quelques équipes secondaires qui nous ont fait rêver lors de tel ou tel événement, ou parce que c'est celle d'un joueur qu'on a pris en affection à la télé, ou je sais pas où. Dans les faits, l'équipe ajoutée à sa collection est souvent le Brésil, ou les Pays-Bas, ou le Cameroun, ou le Japon, j'ai un peu parlé pour moi. Mais c'est parfois aussi la Turquie qui compte de superbes épopées à son actif. C'est quoi, toi, Valentin, ton équipe aimée à côté de l'équipe de France? Bah écoute, moi ça dépend un petit peu des compétitions. Je me suis Ah par oui? exemple pris d'amour pour le Danemark au dernier Euro qui Je produisait comprends. un jeu flamboyant. Ouais, toi, c'est la qualité du jeu qui t'amène à être soudain Ah derrière. malheureusement, ouais, encore une fois, malheureusement, oui. Écoute, c'est une raison heureuse, moi, je trouve. Pour les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, parmi lesquels tu comptes pourtant, il y a plus jeunes dans les nouvelles générations de supporters. Oui, Hein. toi aussi, t'es plus Oh, jeune. c'est gentil. Les plus jeunes aujourd'hui, et surtout les plus connectés à Instagram, c'est souvent le Portugal, cette équipe bonus. Le Portugal qui joue ce soir à 21h contre la Tchéquie, qu'on n'appelle plus la République tchèque apparemment. Le football, c'est aussi des cours de géographie. Et ce match me donne l'occasion maintenant d'en arriver à ce que tu as annoncé d'entrée, c'est-à-dire de parler d'une ultime raison de regarder un match de football. Alors celle-ci d'ailleurs, elle est complètement ignorée des spectateurs occasionnels dont on a parlé. C'est un ressort de vrais fans de foot qui a ce sport dans ses tripes. Cette motivation, elle n'est pas si médiatique, alors peut-être parce qu'elle n'est pas flatteuse pour celui qui l'éprouve. Pour tout dire, je pense qu'elle est assez rare et je me demande même si on ne va pas parler là d'un authentique tabou. Et pourtant, elle existe, cette raison de regarder un match, j'en suis la preuve incarnée. Et même si je dois être son seul porte-parole, elle existe. On peut se caler, on peut se caler devant un match de football parce qu'on veut voir perdre une équipe qu'on déteste. Voilà. L'envers, alors on le sait, l'envers de tout amour pour une ou plusieurs équipes, évidemment, c'est la détestation d'une ou plusieurs autres. Il y a des causes variées, le classico est différent du derby, l'histoire du foot a façonné des rivalités objectives, l'histoire personnelle a généré ses propres tensions, mais à l'arrivée, le résultat est le même. Quand on aime, on ne compte pas les équipes qu'on déteste. Je parle là de sentiments bien banals, mais c'est ça qui est spécifique. Est-ce pour autant, on les regarde jouer, ces équipes détestées, quand elles ne jouent pas contre celles qu'on aime? Tu fais ça, toi, Valentin, de te dire, allez, je les regarde. Écoute, moi cette année, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, donc autant te dire que cette année, j'ai pas trop regardé la Ligue 2 et la Saint-Etienne. Encore que je me suis farci les barrages. Avec l'envie de les retrouver ou... Avec l'envie de les retrouver pour pouvoir les battre plus facilement après. C'est quand même 6 points acquis chaque saison, donc Ça, c'est le vrai supporter. voilà, exactement. Alors, tu as eu ce plaisir de les regarder jouer pour les voir gagner dans l'attente de les voir perdre. De les voir perdre, c'est ça. Mais sinon, non, j'avoue, je ne le fais pas trop. Eh ouais, c'est assez rare, parce qu'on regarde alors sans plaisir, sans mettre dans sa perception le moindre enthousiasme, la moindre joie. On n'est ému que par des passions tristes, comme dirait Spinoza. Le Portugal qui prendrait un but me causerait un plaisir bien ambigu.
composé de ressentiment, de rancœur, d'hostilité, de répugnance. Avec gratitude pour la Tchéquie, mais sans affection spécifique pour elle, elle ou une autre. Son but ne me fera pas plaisir pour elle, son but me fera plaisir pour moi, rien que pour moi, pour étancher un peu ma soif de vengeance. Car oui, j'étais dans les tribunes en 2016 en finale au Stade de France. Aïe, aïe, Et aïe. non, je n'ai pas bien vu le poteau de Gignac parce que j'étais de l'autre côté. Mais oui, j'ai pu parfaitement décortiquer le but d'Eder à la 109e. Je l'ai même senti venir très sincèrement dès la touche. Il y a un truc qui clochait, la défense était affolée, perturbée. Je l'ai vu venir et franchement, c'est encore douloureux. En dépit de la cautérisation de 2018, la cicatrice de 2016 n'est pas tout à fait refermée. Alors ce soir, je vais regarder le Portugal pour qu'ils perdent. Et je vais souffrir. D'abord parce que j'aime pas les regarder jouer. Et puis, j'aimais déjà pas avant 2016, donc c'est dire. Et ensuite, parce qu'évidemment, le Portugal va gagner. Et pire, Ronaldo va marquer. Et pire, il va célébrer. Alors, il y a une solution mesquine pour conclure. Elle consisterait à parier de l'argent sur la victoire du Portugal, histoire de trouver une consolation dans le fait d'être en quelque sorte remboursé pour la gêne occasionnée. Mais si je parie, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais ce qui va se passer? Bah, compte tenu de mon compte Unibet, je peux t'affirmer qu'il y aura match nul. Et je le sais parce que je suis évidemment dans le négatif. Eh ben voilà, et oui, tu vas voir que si je parie, le Portugal va trouver le moyen de faire match nul, c'est sûr et certain. Et je ne connaîtrai alors ni la joie de la défaite du Portugal, qui aura largement valu le coup d'avoir perdu un peu d'argent misé sur la victoire, ni la consolation d'être rémunéré s'il gagne. En fait, j'aurais tout perdu, mon temps, mon énergie et de l'argent, et un peu de mon honneur aussi. Car la consolation d'un pari sportif vainqueur serait bien triste, de toute façon, puisqu'elle s'accompagnerait d'une profonde détestation de soi, d'avoir succombé aux sirènes des bookmakers. Et d'ailleurs, je ne le ferai pas, je ne parierai pas. Je suis trop critique, en fait, du fait que le pari sportif soit désormais devenu la grande nouvelle raison supplémentaire de s'intéresser à un match de foot. Raison commune, soit dit en passant, aux passionnés de football et aux intermittents de ce spectacle. Raison bien maigre néanmoins, puisqu'elle ne pousse personne à regarder les matchs. Pour les parieurs sportifs, seul le résultat compte, pas le jeu. Pour regarder un match de foot, on m'aura compris, il en faut des vraies raisons. Et tout compte fait, j'ai bien envie de faire entrer ma rage dans la liste des vraies raisons, dans les bonnes raisons de regarder un match de foot, car c'est une authentique motivation de supporter. Ce soir, comme tous les soirs de l'Euro, allez la France. Merci beaucoup, Gilles. Et alors, je ne sais pas d'où vient particulièrement cette détestation du Portugal. Tu l'as mentionné. Moi, je pense que ton ex est plutôt barré avec un Portugais et que tu l'as en travers de la gorge. Pas du tout, ou pas que je sache. Ouais, tu nous la feras pas, nous. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Gilles, pour cette magnifique chronique. Et on se délectera évidemment du match de l'équipe portugaise ce soir, qu'on espère évidemment voir perdre. On salue tous les supporters des 4 équipes de ce soir et on leur souhaite bien du plaisir. Voilà, et plein de défaites, puisque la finalité, c'est qu'on espère surtout que la France gagnera à la fin de cette compétition. Merci beaucoup, Gilles, et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle chronique 11e art. On remercie Capitaine Flamval qui était du coup avec Gilles Jouan. On le remercie aussi évidemment comme tous nos invités qui font l'effort d'être avec nous pendant toute la durée de cet Euro. Les gars, vous avez écouté avec moi cette petite chronique. Au lieu de vous demander ce que vous en pensez, parce que je pense que tout a été dit pendant ce truc-là, je vais plutôt vous poser une question à chacun de vous. Jules, quelle est l'équipe que tu aimerais voir perdre à cet Euro? Est-ce qu'il y a une équipe qui là t'agace, tu as envie de les voir se faire rouster à tous les matchs? Et est-ce que c'est un mantra que tu reconnais? C'est un peu contradictoire parce que déjà, en football de club, quand tu es supporter rennais, tu détestes personne parce que personne ne s'intéresse à toi. Mais en équipe nationale, moi, j'ai été un peu éduqué par le daron avec la haine du drame de Séville contre les Allemands. Donc, j'ai un peu cette haine contre les Allemands, même s'ils ont une très belle équipe cette année et des très beaux joueurs. Mais je me souviens de l'Euro 2016 à la sortie du Vélodrome en demi-finale. Quand j'ai vu un Allemand pleurer, mon père m'a dit cette phrase, il m'a dit « il y a quand même rien de plus beau qu'un Allemand qui pleure » et je persiste à croire que c'est pas complètement faux. Je suis très inquiet et du coup, c'est encore des points de moins pour le futur France Inter du RN pour toi, Jules. Donc effectivement, ta carrière sur RTL se dessine. Bilal, même question. Qui est-ce que tu as envie de voir perdre pendant cet Euro? Moi, je t'avoue que du coup, supporter marseillais, donc il y a eu des clubs effectivement, moi, de le foot de club que j'ai haï. Mais alors moi, c'est un peu spécial, c'est que typiquement sur cet Euro, j'ai un peu l'impression que
sais, la France, on a la position dominante aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas de haine envers les autres équipes. C'est plus les autres qui nous détestent, à mon sens, aujourd'hui. Alors que tu vois, typiquement, à une époque, on va dire les années 2000, par exemple, je pouvais haïr l'Italie comme je pouvais haïr d'autres nations qui nous avaient fait du mal. Et ce qu'évoquait Jules représente un peu ça. Là, aujourd'hui, franchement, sur cet Euro, il n'y a pas une équipe où je me dis, je suis dégoûté, même si au plaisir de croiser l'Angleterre et de les battre une nouvelle fois. 18h, Turquie, Géorgie. Je vois. Et en plus, c'est bien, tu développes un nouveau concept qui est de te dire j'anticipe le fait qu'on nous hait. Et donc, du coup, je regarde le match pour imaginer les gens me haïr, ce qui est encore plus loin. Et personne n'a pris de drogue C'est dure fort. pour le moment. C'est très fort. Bravo. Félicitations à tous. Du coup, les gars, je vous propose qu'on démarre avec les 2 matchs de la journée. Et le premier match de la journée qui, on l'a dit, est à 18h avec la Géorgie, petit pousset de cet Euro. La Turquie, encore inconnue. Et je vous invite, si vous avez le temps, à aller écouter les previews sur ce groupe et sur ces 2 équipes. On aurait pu parler de beaucoup de choses, notamment du fait que la Géorgie et la Turquie vont s'affronter dans un match qui peut rappeler d'autres matchs de cet Euro sur fond un peu de tension diplomatique entre les 2 pays. Mais Jules, il me semble que tu as voulu nous parler de quelqu'un en particulier. Ouais, je pense qu'on laissera le terrain géopolitique sûrement sur une autre chronique avec JB Guégan. Ça pourrait être intéressant quand il y aura des enjeux de qualification peut-être entre ces 2 pays. Moi, je voulais vous Alors, parler. du coup, c'est quoi? Tu veux nous rendre hommage à un joueur, c'est Oui, ça? exactement. Donc, son nom d'ailleurs dira peut-être quelque chose à certains puristes. Bilal en fait peut-être partie, puisque c'est le nom du stade national de Géorgie et du Alors, Dynamo de je te Tunisie. coupe, mais ça ne parlera qu'à une seule personne, c'est Tom Abadi, autour Clairement, parce que moi, je suis pas de la table concerné, je le 11e dis. art. Hein. Parce que là, franchement, si c'est le nom du stade du Dynamo de Tbilissi, je suis désolé, je m'avance pour personne. à J'adore part le pour foot, Tom. mais quand même. Après, il me semble, si je dis pas de conneries, que je crois que la grand-mère de Tom, un jour, avait croisé dans le C'est RER et ça. avait discuté avec un Géorgien. Non, elle est donc il aime sortie bien ce avec pays. un C'est Géorgien ça. en 4e, c'était ça en fait. Ah oui, exactement. Et donc le mec dont je vais vous parler, donc est inconnu pour beaucoup de monde, mais c'est une légende là-bas. C'est celui qu'on surnommait l'attaquant errant, qui s'appelle Boris Petchadze. Et j'imagine qu'en dehors du football, c'est encore, comme tout ce dont on parle souvent ici, un joueur avec une époque, une histoire et un parcours de vie romanesque, c'est ça? Ouais, sinon ce serait pas drôle. Et puis je vous cache pas qu'on va pas faire des grosses analyses tactiques sur le foot des années 30 par manque d'images principalement. Et comme d'ailleurs pas mal d'histoires de football du début de ce siècle, le décor c'est un port. Plus particulièrement le port de Poti, qui est un des plus gros ports de l'Union soviétique à l'époque. Et donc sur ce port de Poti, il y a le papa Petchadze qui est docker. Et le petit Boris, très tôt, l'accompagne au boulot et file un coup de main. Et qui dit port dans ces années-là, évidemment, dit navire anglais. Et qui dit navire anglais, dit ballon de foot. Donc le jeu de ballon qui nous fait tant rêver aujourd'hui prend comme une traînée de poudre en Géorgie, d'autant qu'il se rapproche des règles du Lelo, qui est un sport national qui se rapproche un petit peu du rugby ou de la soule, et le petit Boris tombe en amour pour celui-ci. Malheureusement, le patriarche, qui est peu enclin à ce genre d'amusement et qui est plutôt rigoureux, estime que c'est certes un truc cool, mais pas une activité sérieuse. On raconte que les enfants d'ailleurs qui jouaient dans le quartier de Poti cachaient leurs ballons quand ils passaient dans le coin. Mais le petit Boris, qui est au collège maritime de Poti, cultive son don loin du regard du daron, et c'est un soir, en revenant du travail, que Boris senior entend une clameur, un orchestre. En s'approchant, il découvre une foule massée aux abords du terrain créé par les dockers, des cris qui encouragent son fils, attaquant vedette de l'équipe du chantier naval, qui affronte alors un navire venu de Kharkov. Victoire 2-1 pour l'équipe du chantier naval, masterclass comme on dit aujourd'hui, de Petchadze avec un but. Certainement que Val aurait tweeté « Petchadze, tu es l'attaquant que tu pensais ». Le père, furieux et impressionné, dira à sa femme en rentrant le soir « Je sais pas où ce salopard a appris à jouer comme ça ». Ok, bon. Du coup, avec l'accord du padré, c'est bon, il va pouvoir jouer tranquille. On est parti sur l'autoroute de l'Alienda. Bah en fait un peu, mais on va dire pas vraiment. À l'époque, c'est pas trop le délire de dire aux enfants fais ce qui te plaît, le but c'est que tu sois épanoui. Donc même si le padré il a un peu calmé ses ardeurs, l'héritage familial il reste assez lourd. Et le petit Boris Petchadze, une fois son diplôme de mécanicien maritime acquis, il a envie de parcourir un peu le monde. Un rêve pas absurde pour pas mal de gamins de l'Union soviétique à cette époque. Et il s'inscrit donc très vite sur la liste des bateaux qui prendront le départ prochainement et met le football de côté. Son rêve il va se réaliser quand le Métalliste, un bateau qui va bientôt s'en aller vers l'Angleterre, l'accepte à bord. Donc il est aux anges, il bosse actuellement sur un pétrolier à Odessa, donc plus loin de Poti, et quitte à être loin de sa famille, autant voyager. Seul problème, quelques jours avant le grand départ sur le Métalliste, il reçoit un télégramme qui dit « Père mourant, venir vite ». Donc en urgence, il fait son pactage, il rentre à Poti, il arrive après minuit et s'étonne de ne pas voir de veillée funèbre aux fenêtres de la maison familiale.
Quand il rentre, il trouve un père en pleine forme, heureux de le voir. Son père va très bien, mais pas son équipe de foot. Il doit jouer un match capital dans le premier championnat géorgien de l'histoire à Tbilissi. Énervé et dans l'incompréhension, Boris il accepte finalement, après plus d'1 an sans avoir tapé dans le ballon, de prendre part à la dernière minute à la rencontre. Comme par hasard, évidemment, il permet à son équipe de gagner en inscrivant un doublé. Entre-temps, le métalliste est déjà parti, le foot est revenu, et donc là, sa carrière peut commencer. On apprendra d'ailleurs 50 ans plus tard que le mystérieux télégramme a été envoyé par un de ses anciens coéquipiers, attention, Kalistratov Apollonovitch Inadze, qui ne voyait le salut de l'équipe dans le néo-championnat géorgien qu'au retour de l'enfant prodigue des Alors, Dockers. heureusement qu'il n'y a pas de Tom parce que je sens qu'il nous aurait lâché un ouais, je vois qui c'est et ça aurait bouillonné là. Ouais, il était en courbe avec sa grand-mère d'ailleurs. C'est avec lui qu'elle est sortie. Ah, c'est ça. Et bah donc l'ex de sa grand-mère indirectement, il lui a peut-être sauvé la vie car bon nombre de marins qui avaient voyagé hors du RSS à cette époque, au retour, ils étaient envoyés au goulag. Ok, et du coup, il abandonne ses projets de navigation, c'est terminé les bateaux et on redit bonjour au ballon rond. Ouais, exactement. Et donc il redevient le joueur vedette de son équipe qui est invité du coup à la suite de championnat à une tournée en Ukraine de l'autre côté de la mer Noire. Et le bilan est assez solide, 29 matchs, 27 victoires. La technique de Petchadze et de ses coéquipiers impressionne partout en Ukraine et l'équipe géorgienne en profite d'ailleurs pour prendre un gros boost d'expérience tactique et physique où le football est plus avancé là-bas. Et de retour en Géorgie, le recteur de l'Institut industriel de Transcaucasie veut créer une équipe de foot universitaire. Donc là, on est en 1934 et Petchadze et 10 des coéquipiers de l'équipe des Docs intègrent cet institut prestigieux dès la première année. En 1935, d'ailleurs, il remporte le championnat universitaire à Moscou et c'est le premier titre national de Boris. Donc là, il faut se dire qu'il y a quand même 11 gars qui ont intégré la plus grosse université de Géorgie simplement grâce au foot. On est un peu sur un délire de bourse américaine. Et donc, après avoir gagné ce championnat, malheureusement, le chemin va pas être simple. Vous pouvez faire un résumé de ce qui se passe en URSS dans les années 30, mais la Géorgie est sous la coupe de Beria, donc pas l'ancien latéral du LOSC, mais le bras droit de Staline et chef du NKVD, responsable d'un bon nombre de massacres et d'emprisonnements arbitraires. C'est franchement un type pas très cool. Je vous invite à vous renseigner sur l'enfoiré, histoire de pas être trop long ici. Toujours est-il que parmi les emprisonnements arbitraires, il y a Petchadze Senior. Il est en prison depuis 2 ans, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et en 1936, le premier championnat national du RSS est créé. Donc chaque fédération qui appartient à l'URSS veut y placer une équipe. Et pour la Géorgie, c'est évidemment le Dynamo de Tbilissi qui est choisi. Donc cet infâme Beria n'arrive pas à les faire inscrire en première division. Mais peu importe, bouffi d'orgueil et ne voulant pas être ridicule, il veut mettre la meilleure équipe sur pied. Et qui dit meilleure équipe, dit meilleurs joueurs. Il passe alors un accord avec Boris fils. Il vient jouer dans son équipe et Boris père sera libéré très bientôt. L'attaquant de poche accepte et son père ne sera pourtant jamais libéré. Ok, c'est à ce moment-là que le joueur prend de l'ampleur et qu'il devient une icône dans le pays. Ouais, exactement. Dès la première courte édition du printemps, parce que c'était pas des championnats comme aujourd'hui, Boris s'illustre, 7 buts en 5 matchs, assurant la première place de son groupe au Dynamo et leur permettant d'accéder dès l'automne prochain à la première division. Ils s'installent alors dans un championnat qu'ils ne quitteront plus, et pour leur première année, ils finissent 3e avec 6 buts en 7 matchs pour Petchadze. Ils réalisent une perf folle aussi en coupe en éliminant sur cette première saison sur 2 matchs au scénario assez rocambolesque le Spartak Moscou, qui est le mastodonte du championnat de l'époque. Donc, pour vous faire un résumé et aller un peu plus vite, il représente par la suite une génération dorée du Dynamo, mais qui n'a jamais été titrée malgré des places d'honneur, 4 fois 2e et 3 fois 3e entre 37 et 51. Ils perdent aussi 3 finales de coupe. Dans cette période, Petchadze, il joue tous les matchs de la sélection soviétique également, donc il n'y en a pas 10 000, contexte oblige, et 7 matchs en 5 buts quand même, 5 buts en 7 matchs quand même. À la fin de sa carrière, du coup, en 1951, pour une blessure au genou, Petchadze comptabilise 200 matchs pour 141 buts, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et s'il reste dans la légende, c'est surtout pour sa modernité. Petchadze était un petit attaquant d'1m70, mais qui jouait sans vrai poste fixe. Il a la réputation d'être le premier à vraiment dézonner, n'être jamais là où on l'attend, un vrai faux numéro 9 qui a révolutionné son poste et impressionné tous les observateurs de l'époque. Il fera un très court passage d'entraîneur à la saison 53-54 au Dynamo, juste après sa retraite, avant d'être nommé ensuite à la direction du comité des sports de Tbilissi de 63 à 85, où il supervisera la construction d'un nouveau stade pour le club et le pays, stade qui porte du coup aujourd'hui son nom. Donc c'est un homme méconnu qui a quand même une vie assez dingue dans un contexte assez fou aussi. Il y a énormément d'anecdotes, notamment ses relations avec Beria, son père, sa famille. J'ai essayé d'être un petit peu court, même si ça a été peut-être un petit peu plus long que prévu, mais vous trouverez un super article par les amis de Football Ski qui parle plus en détail de tout cela, donc je vous invite à aller le lire pour en savoir un peu plus sur la vie de Boris, en espérant que cette année, les Géorgiens et notamment notre ami Gvara rendent bien hommage à Boris, l'attaquant errant, pendant toute cette édition.
Bah écoute, merci beaucoup parce qu'effectivement, c'était très intéressant. Ce bon vieux Boris Petchadze. Bilal, je vais pas te faire l'affront de te poser la question de savoir si tu connais ces joueurs, puisqu'on a dit qu'à part Tom Abadi, la réponse oui n'était pas acceptée dans l'équipe. Si je peux rebondir là-dessus rapidos, Bilal, t'attends quoi de la Géorgie, toi, dans cet Euro? Sans Boris Petchadze, on le rappelle, du coup, puisqu'il a arrêté le foot en Ah oui, il est pas là? 53, Ouais, comme parce l'a qu'il dit y a Jules il y a 5 minutes. il y a sûrement son père qui l'a empêché de venir ou un truc. Mais du coup, ouais, très honnêtement, la Géorgie, c'est compliqué de jauger, c'est leur première participation, ça va être, c'est forcément une petite sensation à suivre. Après, le groupe est assez homogène, donc ça va être assez dur. Mais moi, j'aimerais bien voir une belle histoire. Ce serait beau pour Vara, pour Willy Sagnol, même si Willy Sagnol, on le porte pas forcément dans notre cœur. Mais voilà, à suivre sans avis particulier parce qu'on n'est pas Thomas Badi, on n'a pas vu un seul match de la Géorgie. Parfait. Et pour rebondir à la question de Bilal, moi, je voterai Front populaire, du coup, aux prochaines élections. Je crois que toute la cité fertile est au courant. Ça, c'est sûr, mais pas encore tout le monde global des internets. 21h, Portugal, Tchéquie. Bilal, je te tiens entre les mains. On va parler maintenant du second match du jour, puisqu'il n'y en a que deux, et donc l'emploi du mot second est approprié. Et il s'agit de Portugal-République tchèque. Il me semble que toi, tu voulais nous parler de cet infâme Salazar et de son rapport au football au Portugal. Yes, c'est ça, Motas. Il y a près de 2 mois, on fêtait les 50 ans de la révolution des œillets, une révolution qui a eu lieu le 25 avril 1974 et qui avait vu des militaires portugais reprendre le pouvoir, des militaires ayant la particularité de porter un projet démocratique et cherchant à renverser un pouvoir dont les guerres coloniales menées en Afrique n'étaient plus du goût de tous notamment. Cette révolution se fera sans effusion de sang ni combat et mettra fin à une dictature qui durait depuis le début des années 30, celle de Salazar, tu l'as dit, et c'est de ce cher monsieur dont je vais vous parler aujourd'hui. Ok, alors rappelle-nous brièvement à nos auditeurs qui est Salazar, même si je me suis permis de donner un indice en introduisant ta petite chronique. Et je vais même utiliser les mots de quelqu'un d'autre pour le décrire. En 1984, le journaliste français Arthur Comte décrit Salazar comme présentant toutes les caractéristiques du dictateur européen le plus classique, nationaliste, corporatiste, antiparlementaire, impérialiste et artiste du culte de la personnalité. Il est très sympa. Très, très sympa. C'est à peu près ça. Salazar est issu d'un milieu modeste et va d'ailleurs toute sa vie se revendiquer comme un homme de la terre. Dans les années 20, il va se forger une réputation en tant qu'expert en économie. Des années 20 au cours desquelles la situation du Portugal n'est pas au mieux. Affaibli par la Première Guerre mondiale, ballotté entre tensions sociales et crise économique, le pays vit des temps compliqués, à tel point qu'en 1926, un coup d'État militaire va avoir lieu et voir le général Carmona être nommé président de la République. Sa réputation le précédent, Salazar se voit confier le ministère des Finances en 1928. Il va assez vite redresser économiquement le pays et surtout continuer son ascension vers le sommet de l'État. Usant de divers subterfuges, il va finir par être nommé président du Conseil en 1932. Et comme il n'est pas du genre à lâcher l'affaire, il va régner pendant plus de 40 ans. Ouais, pas hyper partageur, mais après, avec tous les adjectifs en ist que tu nous avais donnés avant, c'est pas une surprise incroyable. Et si on en revient au foot, du coup, est-ce qu'il fait partie des dictateurs qui vont essayer d'instrumentaliser le foot, un peu comme Franco aurait pu le faire ou même Hitler à sa manière, même s'il n'était pas fan de foot? Ouais, c'est clair. Bah, lui, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas au début de son pouvoir. Déjà parce qu'il n'a pas l'air d'être particulièrement friand de foot. Salazar, à la différence par exemple d'un Mussolini, ne pratique pas de sport. Et le foot, qui représente le monde urbain, les foules et globalement la modernité, il s'en méfie. Le foot pose aussi des problèmes de gestion de l'ordre et brise le discours d'unité nationale auquel il tient. Mais aussi pour une raison assez simple, c'est que la sélection nationale, elle n'est pas folle à l'époque. Oui, ouais, bah, du coup, c'est pas ouf pour, vanter les mérites de ton régime, quoi. C'est ça. Globalement, les déroutes footballistiques ne servent pas son régime. Le Portugal va subir des défaites marquantes, comme un 9-0 infligé par l'Espagne en 1934 et un 10-0 face à l'Angleterre en 1947. Ce niveau affiché jusqu'en 1950 va entrer en contradiction avec la propagande de l'Estado Novo, l'État nouveau mis en place par Salazar et qui le décrit comme le réhabilitateur de la grandeur du Portugal, héritier des héros des grandes découvertes. L'État n'utilise donc pas le football comme un moyen de propagande et n'est même
même pas forcément un soutien dans son développement. Dans les années 40, Salazar contraint même la Direction générale des sports, de l'éducation physique et de la santé scolaire à demander l'avis du ministère des Affaires étrangères pour tous les déplacements à l'étranger des formations sportives portugaises. Ces voyages peuvent être interdits si l'on pense qu'ils pourraient déboucher sur des défaites portugaises. Ok, et tu as des chiffres un peu sur les résultats de cette équipe du Portugal jusqu'en, disons, décennie 1950 et où elle est autorisée à se déplacer? Yes, jusqu'en 1950, la sélection va disputer 67 matchs, dont seulement 8 qui sont officiels, et en remporter seulement 20. La majorité de ces confrontations auront lieu contre l'Espagne, qu'elle affrontera 23 fois, soit 34% de ses matchs disputés. Mais il y a un intérêt politique à ces affrontements avec l'Espagne cette fois. Une partie de la construction de l'identité nationale se fait en opposition avec l'Espagne. Espagne perçue comme une menace permanente pour l'indépendance du pays. Mais bon, la diplomatie portugaise n'est tout de même pas fan de la mauvaise pub que causent les défaites constantes. Montrer un Portugal qui perd, c'est diplomatiquement laisser penser que le pays est arriéré. Globalement, le football portugais se développe de son côté sans forcément compter sur le soutien de la dictature. Ouais, mais il va quand même faire construire le stade national en 44. Ouais, mais pareil avec un intérêt politique. Dans ce stade, quelques mois après son inauguration, des tracts sont distribués et ils disent: ce que nous voulons, c'est du football, c'est-à-dire de la paix, de la joie de vivre, de l'ordre dans les rues et dans les esprits, et pouvoir assister sans crainte d'alerte aérienne ou d'interruption à cause d'attaques à toute la rencontre. Dans un Portugal qui est resté neutre pendant la guerre, l'idée, c'est de montrer que le grand Salazar a préservé les intérêts du Portugal et de la catastrophe qui a détruit le reste du continent. Mais il y a bien un moment où le football portugais va retrouver un bon niveau. Yes, à partir des années 60, la sélection nationale va se développer à l'aide des performances du Sporting Portugal et de Benfica qui, on le rappelle, remportent ces deux seules Ligues des Champions en 61 et en 62 avec l'entraîneur hongrois Béla Gutmann. La sélection nationale va même décrocher une troisième place lors de la Coupe du Monde 1966. Et là, bizarrement, on est plus ouvert au déplacement côté Salazar. D'ailleurs, après 1950, le Portugal va beaucoup moins affronter l'Espagne. Jusqu'à la révolution des œillets en 1974, il n'y aura que 3 matchs entre les deux voisins, soit 2,6% des matchs du Portugal. Cette réussite tient notamment du développement des clubs portugais qui professionnalisent leur approche. Antisse de Salazar recrute des coachs étrangers comme Béla Gutmann que j'évoquais un peu plus tôt et dès les années 50 partent en quête des meilleurs talents dans l'empire portugais, notamment en Angola ou au Mozambique. Les meilleurs d'entre eux formeront la colonne vertébrale de la sélection pendant les années 60. Ouais, typiquement, Eusebio, il est originaire du Mozambique et la presse sportive et même généraliste va se saisir du personnage. Les exploits de la sélection où coopèrent des joueurs de couleurs différentes va servir de support de diffusion à la thèse du lusotropicalisme, une théorie selon laquelle la colonisation portugaise serait meilleure que les autres. La starification de joueurs comme Eusebio permettrait de prouver qu'il n'y a aucun racisme au Portugal et que les populations noires ont les mêmes chances pour réussir. Mais cette stratégie ne doit en aucun cas faire oublier que les populations colonisées étaient soumises à de nombreuses discriminations et démunies de la majorité de leurs droits. Si la dictature de Salazar n'était en rien responsable dans l'apparition de joueurs talentueux, elle va tout de même en tirer profit dans un contexte marqué par l'isolement diplomatique du pays et l'éclosion de guerres coloniales en Angola dès 1961, en Guinée-Bissau en 63 et au Mozambique à partir de 64. Et tu as un exemple plus marquant de ça? Yes, en octobre 1961, quelques mois après le début des combats en Angola, la sélection portugaise va affronter l'Angleterre à Wembley. La diplomatie britannique de l'époque insiste grandement auprès de Lisbonne sur la décolonisation. L'équipe portugaise alignée à Wembley va donc compter 6 joueurs nés au Mozambique, 2 en Angola, 1 aux Açores, 1 au Brésil et un seul venant de la métropole. L'idée est évidemment là de montrer aux Anglais que la colonisation portugaise permet à chacun de vivre en harmonie, que le lien avec la métropole est primordial pour les Portugais d'origine africaine et qu'ils mouillent le maillot comme les autres. Montrer une fois de plus que le colonialisme portugais est une chance et un modèle à suivre. Pas la vie de tous en tout cas, comme le montrera notamment la révolution des œillets en 1974 mettant fin à la dictature. Ouais, effectivement. En tout cas, il a un rapport à son équipe nationale plus fin que Jean-Marie Le Pen. Je vous rappelle ses déclarations quand il regardait les photos de l'équipe de France. Pour des gens issus de la même famille politique, c'est vrai qu'on lui reconnaît une certaine classe, même si forcément, on a bien compris que c'était plus compliqué que ça. C'est ça. Du coup, Portugal-République tchèque sans Saint-Lazare, hein, là non plus, et c'est pas plus mal. Jules, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Est-ce que l'équipe 2 de Bilal et 17 de Tom Abadi va pouvoir faire quelque chose dans cet Euro, à ton avis? Ouais, je pense que, moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en fait de ce Portugal finalement, alors que
Ça va être dur de tirer des enseignements, à mon avis, de ce groupe-là, parce que je pense qu'ils sont largement au-dessus et qu'ils vont s'en sortir sans encombre. Mais moi, je pense que si on peut encore les considérer comme un outsider, je pense que c'est ceux qui me font presque le plus peur. Il y a eux et l'Espagne dont on parle pas du tout. On parle beaucoup de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France. Et je pense l'Espagne qui a démarré à 100 000. Ouais, et je pense que le Portugal peut être un vrai concurrent au titre. Parfait. Eh ben, écoutez, première réponse ce soir contre la République tchèque à 21h. Messieurs, on arrive à la fin de cette quotidienne. Vous nous retrouvez évidemment toute l'équipe de 11e art après les matchs sur Twitch. Donc à partir environ de 23h, connectez-vous bien sur la chaîne Twitch de 11e art. On sera là ce soir, on sera là également demain soir. On revient à la Cité Fertile jeudi. On y sera ce week-end aussi, mais vous aurez le temps d'ici là d'écouter les quotidiennes du jour et dans lesquelles vous aurez plus de détails. Bilal, Jules, je vous dis à bientôt. Et mesdames, messieurs, restez sur le canal 11e art. C'est le début de l'Euro et nous sommes avec vous jusqu'à la fin de la compétition. À bientôt.